19 décembre 1944. Quartier général du général Eisenhower à Verdun. La pièce sentait la laine humide et la fumée de cigarettes. Dehors, les chars allemands déchirèrent les Ardennes, créant ce qui serait bientôt appelé la poche. À l'intérieur, des officiers d'état-major penchés sur des cartes, leurs visages gris d'épuisement et de quelque chose de pire, la peur. Lorsque le lieutenant-général George Patton entra, certains ne levèrent même pas les yeux. Ils avaient entendu les rapports. La surprise était totale. 250 000 soldats allemands, 1000 chars. La totalité de la première armée américaine était en plein chaos, les unités brisées, les communications coupées. Et cet homme, ce commandant volage et controversé, connu pour son agressivité téméraire, était sur le point de faire une promesse si ridicule qu'elle frôlait le fantasme. Eisenhower posa la question que tout le monde se posait. Combien de temps vous faudrait-il pour faire pivoter votre troisième armée vers le nord? Patton n'hésita pas. 48 heures. Je peux attaquer avec 3 divisions en 2 jours. La pièce devint silencieuse, puis quelqu'un rit. Un son bref et amer rapidement étouffé. Retirer 6 divisions de combat d'un combat actif, les faire pivoter de 90 degrés, les faire marcher sur 160 km à travers le pire hiver depuis des décennies, tout en maintenant leur aptitude au combat en 48 heures. C'était absurde. Cela violait tous les principes de la logistique militaire. Un officier d'état-major murmura ce que les autres pensaient. Il a finalement perdu la tête. Mais Patton ne mentait pas, et il n'était pas fou. Ce que personne dans cette pièce ne savait, ce que les commandants allemands hilars, célébrant leur attaque surprise, ne savaient certainement pas, c'est que Patton avait déjà planifié ce scénario exact. 3 plans de contingence rédigés des jours plus tôt, les routes cartographiées, les unités prédésignées, les ordres prêts à être transmis. Alors que les autres s'agitaient pour comprendre ce qui se passait, Patton était déjà passé de la réaction à l'exécution. Voici l'histoire de la façon dont le général que les Allemands redoutaient le plus et que les Alliés chérissaient le moins transforma un problème logistique impossible en le désastre final du Reich sur le front occidental. George Smith Patton Jr. avait 59 ans et manquait de temps. Non pas qu'il manquât d'années, bien qu'à son âge et avec ses habitudes, cela arrivait aussi. Il manquait de guerre. La chose pour laquelle il avait passé toute sa vie à se préparer allait prendre fin. Et si elle se terminait sans qu'il ne prouve ce qu'il savait être vrai, alors quelle signification cela avait-il eu? Il était né dans une famille militaire en 1885, élevé avec les histoires d'ancêtres, ayant combattu dans chaque guerre américaine depuis la Révolution. Son grand-père était mort à la 3e bataille de Winchester pendant la guerre de Sécession. Cet héritage pesait sur Patton comme un poids physique. En décembre 1944, il commandait la 3e armée. Plus de 250 000 hommes, des centaines de chars, la force blindée la plus agressive du théâtre européen. Mais ce n'était pas assez. Pas pour Patton, car malgré tout ce qu'il avait accompli, l'Afrique du Nord, la Sicile, la ruée à travers la France, il y avait encore des murmures. Patton, il est bon quand l'ennemi fuit, excellent à la poursuite, mais mettez-le face à une véritable résistance. L'automne 1944 avait été brutal. Son avance à travers la Lorraine vers la ville fortifiée de Metz s'était ralentie à une marche pénible. Des combats acharnés, de lourdes pertes, des problèmes de ravitaillement, le genre de guerre d'usure qui le faisait ressembler à tout autre général. Et puis il y eut la Sicile, août 1943. 2 incidents distincts où il avait physiquement frappé des soldats souffrant de ce qu'on appelait alors la fatigue de combat. Les incidents avaient failli détruire sa carrière. Le général Eisenhower avait sérieusement envisagé de le renvoyer chez lui dans la disgrâce. La presse s'en était emparée. Il y eut des appels à une cour martiale. Mais Eisenhower savait quelque chose que les journaux ignoraient. Les Allemands étaient terrifiés par Patton. Les interceptions des renseignements montraient que les commandants de la Wehrmacht demandaient spécifiquement « Où est Patton ?» avant de prendre des décisions stratégiques. Alors Eisenhower le garda mais le mit sur la touche. Il le fit participer à une opération de déception.
le First US Army Group fictif, censé se préparer à envahir au pas de Calais. Patton passa des mois comme l'heure tandis que d'autres hommes menaient l'invasion du jour J. Pour un homme qui croyait être destiné à la grandeur de maréchal, c'était une sorte de mort. À la mi-décembre, le G2, officier de renseignement de Patton, le colonel Oscar Koch, voyait des schémas dans les communications radio allemandes. Un silence inhabituel, des unités disparaissant de l'ordre de bataille. Le genre de silence radio qui précédait quelque chose de gros. Koch présenta ses inquiétudes à Patton le 9 décembre, une semaine entière avant l'attaque allemande. « Mon général, je pense qu'ils se mastent pour une offensive, probablement dans les Ardennes. Les secteurs y sont légèrement tenus. » Patton le coupa. « Je sais. J'ai pensé la même chose. » Ils regardèrent des cartes ensemble. Les Ardennes avaient du sens du point de vue allemand. C'était là qu'ils avaient percé en 1940, mettant en déroute les Français. Le terrain était terrible, forêts denses, routes étroites, mais cela signifiait aussi qu'il était faiblement défendu. Les Alliés le considéraient impossible pour les blinder en hiver. Les Allemands comptaient sur cette supposition. Patton fit quelque chose qui serait plus tard qualifié soit de géniale prévoyance, soit de planification excessive paranoïaque. Il ordonna à son état-major de rédiger des plans de contingence pour un virage à 90 degrés vers le nord. 3 plans distincts, chacun déplaçant différents nombres de divisions. Il n'en informa pas Eisenhower, ne demanda l'accord de personne, il fit simplement effectuer le travail en silence par son état-major. Lorsque l'attaque survint le 16 décembre, Patton se trouvait dans son quartier général à Nancy lorsque le téléphone sonna. C'était le chef d'état-major du général Bradley. « George, nous avons une situation. Les Allemands ont attaqué dans les Ardennes. C'est gros. » La première réaction de Patton ne fut pas la panique. Ce fut quelque chose proche de la satisfaction. « Bien, nous pouvons les tuer là-bas aussi bien qu'ailleurs. » La réunion à Verdun le 19 décembre a été décrite dans des dizaines d'ouvrages historiques, mais la plupart des récits manquent de la dynamique psychologique de cette pièce. Eisenhower était sous une pression immense. Churchill posait des questions cinglantes sur la compétence américaine. La presse commençait à s'emparer de la catastrophe. La radio allemande diffusait des affirmations d'une défaite alliée massive. Les généraux rassemblés autour de la table représentaient différentes philosophies de la guerre. Le maréchal britannique Montgomery, prudent, méthodique, obsédé par les batailles en bonne et due forme. Bradley, solide, fiable, mais clairement secoué par l'effondrement de sa première armée. Et Patton, que beaucoup dans la pièce voyaient encore comme un boulet. Eisenhower ouvrit avec un choix de mots délibéré. La présente situation doit être considérée comme une opportunité pour nous, et non comme un désastre. Patton, selon de multiples témoignages, sourit. Bon sang, ayons le cran de les laisser aller jusqu'à Paris. Ensuite, nous les couperons vraiment, et nous les mâcherons. C'est alors qu'Eisenhower posa la question. Ce que Patton proposait violait tout ce que les autres généraux savaient des mouvements militaires. Pour comprendre pourquoi, il faut saisir ce que signifie réellement faire pivoter une armée. La 3e armée n'était pas une unité unique, c'était 6 divisions complètes. Chaque division contenait environ 15 000 hommes. Ils avaient des milliers de véhicules, des centaines de chars, des trains de ravitaillement s'étirant sur des kilomètres. Ces unités étaient activement engagées dans des opérations de combat autour de Metz et dans la région de la Sarre. Ils étaient en contact avec l'ennemi. Les routes qu'ils devraient emprunter n'étaient pas des autoroutes modernes. C'étaient des chemins de campagne étroits, beaucoup non pavés. À la mi-décembre, les températures tombaient sous le point de congélation. La neige et la glace couvraient tout. Une seule panne de véhicule pouvait bloquer une colonne entière pendant des heures. La logistique était cauchemardesque. Les dépôts de munitions devaient être redirigés, les approvisionnements en carburant repositionnés, et tout cela devait se produire en 72 heures tout en maintenant la sécurité opérationnelle. Lorsque Patton dit « 48 heures », il ne devinait pas. Son chef d'état-major, le général Hobart Gay, avait déjà divisé les plans de contingence en phases. Les premiers ordres furent envoyés avant même que Patton ne quitte Verdun. La nuit du 19 décembre, sur un front de 160 km,
les unités américaines commencèrent le redéploiement le plus complexe de l'histoire militaire. La 4e division blindée, qui mènerait l'attaque vers Bastogne, dut se désengager du combat près de Sarrebruck, se repositionner sur 160 km au nord et arriver prête à combattre. Ils le firent en moins de 48 heures, ne perdant qu'une poignée de véhicules à cause de défaillances mécaniques. Cela n'aurait pas dû être possible. Selon tous les calculs militaires conventionnels, ce ne l'était pas. Ce qui permit ce miracle logistique était invisible. La mentalité du Red Ball Express. Le corps du ravitaillement mit simplement les convois en mouvement, traitant le repositionnement comme une continuation du mouvement et non un arrêt. Les officiers du ravitaillement, ayant reçu une autorité décentralisée immédiate, créèrent des dépôts de carburant et de munitions improvisés le long de la nouvelle route, du jour au lendemain. La production de masse servit de réserve. Là où la logistique allemande imposait la réparation, la logistique américaine permettait le remplacement. Pour chaque véhicule tombant en panne dans la boue gelée, un autre était immédiatement tiré des immenses réserves de ravitaillement stationnées en France, empêchant les goulets d'étranglement critiques. Des communications supérieures. Les ordres cruciaux activant le changement furent envoyés par radio cryptée alors que Patton quittait Verdun, tandis que les unités allemandes, dépendant de coursiers motocyclistes lents et compromis, concédaient une avance insurmontable. Pendant ce temps, au quartier général allemand, l'ambiance était triomphante. Les renseignements allemands savaient que la 3e armée de Patton était au sud, mais ils supposaient, correctement selon les normes militaires normales, qu'une force aussi importante ne pourrait pas se repositionner assez rapidement pour avoir de l'importance. Le maréchal von Rundstedt estima que Patton aurait besoin d'au moins 2 semaines pour monter une contre-attaque sérieuse. L'échec du commandement allemand fut un acte de cécité industrielle auto-imposé. Le plan magistral d'Hitler dépendait de la capture des dépôts de carburant alliés, en particulier ceux de Spa et Stavelot. La pointe de lance la plus avancée, le Kampfgruppe Piper, fut rapidement compromise, réduisant ses puissantes colonnes de Tiger II à des goulets d'étranglement à mouvement lent sur des routes secondaires. Piper savait qu'il n'avait pas assez de carburant pour atteindre l'objectif et qu'il devrait capturer des approvisionnements américains. Mais la 3e armée de Patton, se déplaçant avec des réserves complètes de carburant et de munitions, représentait une réalité industrielle que les Allemands avaient déjà rejetée. La logistique américaine ne dépendait pas de la chance. Elle dépendait d'une capacité inépuisable de réapprovisionnement. Ils n'avaient aucune idée de ce qui arrivait. Aucune idée que l'homme qu'ils redoutèrent le plus était déjà en mouvement. Le 22 décembre 1944. L'attaque de la 3e armée démarra à 6 heures, dans des conditions qui auraient arrêté la plupart des opérations militaires. La température était de moins 13 degrés Celsius. Un immense système de tempête s'était déplacé pendant la nuit, déposant 15 cm de neige fraîche sur la glace qui recouvrait déjà les routes. Le froid tuait de manière que le combat ne faisait pas. Les armes gelaient. L'huile dans les mitrailleuses se transformait en boue. Les moteurs de chars ne démarrèrent pas sans chauffer les carters d'huile avec des chalumeaux. Et pourtant, l'attaque avança. Les soldats de la 3e armée affrontaient un ennemi que peu de films montrent. Le terrain comme adversaire égal. Chaque kilomètre gagné par la 4e division blindée fut une bataille contre le sol gelé. L'infanterie américaine enveloppait ses bottes dans des sacs de toile de jute et les équipages de chars fourraient des journaux dans leurs uniformes pour l'isolation. La neige rendait le mouvement imprévisible. L'infériorité matérielle allemande, aggravant leur crise de carburant. De nombreux véhicules allemands fonctionnaient avec de l'huile synthétique qui performait mal dans le froid extrême. Leurs mastodontes blindés, les chars Tiger et Panther, étaient des cauchemars logistiques sensibles aux pannes par temps froid, les piégeant dans les mêmes forêts qu'ils étaient censés dominer. L'avance de la 4e division blindée vers Bastogne ne couvrit que 11 km le premier jour. 11 km à travers un terrain défendu, combattant à la fois les Allemands et le climat. Chaque village devenait une bataille séparée. La guerre des chars devint des combats rapprochés brutaux. Mais Patton avait les nombres. Pour chaque Sherman détruit, 2 autres prenèrent sa place.
Les lignes de ravitaillement qu'il avait établies maintenaient les munitions et le carburant acheminés vers l'avant malgré les conditions. La ville de Bastogne se trouvait à un carrefour critique. 7 routes y convergeaient. Au 22 décembre, la 101e division aéroportée était encerclée depuis 6 jours. La situation était désespérée. La 101e manquait de munitions. Les commandants allemands envoyèrent un ultimatum de reddition sous drapeau blanc. Le brigadier général Anthony McAuliffe, commandant par intérim de la 101e, lut le message. Il écrivit un seul mot. Nuts. Ce refus d'un mot devint une légende. Mais ce fut la force de secours de Patton qui rendrait la légende significative. Le 20 décembre, Patton avait convoqué son aumônier, le colonel James O'Neill, avec une demande inhabituelle. « Aumônier, je veux que vous écriviez une prière pour le beau temps. » La prière qu'O'Neill composa fut distribuée à chaque homme de la 3e armée. « Père tout-puissant et très miséricordieux, accordez-nous un temps favorable pour la bataille. » Le 23 décembre, les nuages se déchirèrent. Les chasseurs bombardiers alliés, cloués au sol depuis une semaine, s'envolèrent. L'impact psychologique fut aussi dévastateur que la destruction physique. L'infanterie allemande, avançant sous la couverture de la tempête, se trouva soudain exposée à des attaques aériennes dévastatrices. La percée vers Bastogne survint à 16h50 le 26 décembre. Le lieutenant Charles Bogues, commandant un peloton de chars Sherman du 37e bataillon de chars de la 4e division blindée, remontait une route enneigée. Il cria « Venez ici, c'est la 4e division blindée !» Le corridor que Bogues avait ouvert ne faisait que 450 mètres de large, mais c'était suffisant. En quelques heures, davantage de chars et de camions déferlaient, apportant des fournitures à la garnison assiégée. À la fin décembre, l'offensive allemande avait atteint son point culminant et commençait à refluer. Les approvisionnements en carburant étaient maintenant complètement épuisés. La Luftwaffe était chassée du ciel. Au moment où Bastogne fut secourue, l'offensive avait déjà échoué. Les Allemands ne le savaient tout simplement pas encore. Patton comprit cela intuitivement. Dans une conversation avec Bradley le 28 décembre, il dit « Brad, cette fois, le tas a fourré sa tête dans un hachoir à viande et c'est moi qui tiens la manivelle. » L'élimination systématique des Allemands commença. Le matériel abandonné racontait l'histoire définitive et accablante. Le Kampfgruppe Peiper fut finalement forcé de battre en retraite à pied, abandonnant presque tous ses chars, y compris des dizaines de formidables Tiger II, simplement parce qu'ils étaient sans carburant depuis plus de 2 jours. Le pari allemand avait échoué parce qu'il exigeait une perfection d'exécution et un effondrement immédiat de la résistance alliée. Au lieu de cela, il rencontra l'offensive préparée de Patton, transformant la forêt ardennaise en un immense cimetière, irrécupérable, pour les dernières réserves blindées opérationnelles de l'Allemagne. Au 16 janvier, lorsque les forces américaines du Nord et du Sud se rencontrèrent à Oufalise, la poche était éliminée. Les pertes allemandes dépassaient 100 000 hommes, plus de 700 chars détruits ou abandonnés. Le coût stratégique était plus élevé. L'offensive des Ardennes avait consommé les dernières réserves opérationnelles de l'Allemagne. Lorsque les Soviétiques lancèrent leur offensive d'hiver sur le front de l'Est en janvier, il ne restait plus rien pour les arrêter. Mais l'Amérique pouvait remplacer ces pertes. L'Allemagne ne le pouvait pas. Le redéploiement de 72 heures de 6 divisions n'était pas une question de chance. C'était une excellence professionnelle combinée à de la prévoyance. Le fait qu'il ait rédigé des plans de contingence avant l'attaque allemande montrait une vision stratégique. Après la guerre, lorsque les généraux allemands furent interrogés par des officiers des renseignements alliés, beaucoup furent questionnés sur Patton. Le général Günther Blumentritt dit « Nous considérions le général Patton extrêmement hautement comme le commandant le plus moderne du champ de bataille. Nous ne nous attendions pas à ce qu'il réagisse si rapidement. Nous pensions que nous aurions au moins 2 semaines avant que la 3e armée puisse répondre. Il l'a fait en 2 jours. C'était extraordinaire. Les Allemands avaient toujours craint Patton. Maintenant, ils savaient pourquoi. » Dans son journal personnel, Patton écrivit une entrée le 27 décembre.
La capacité à faire pivoter et à faire attaquer la Troisième Armée en moins de 3 jours sera probablement considérée comme un chef-d'œuvre de logistique et de planification, mais c'est en réalité assez simple quand vous savez ce que vous faites. Il avait passé toute sa vie à se préparer pour ce moment. Lorsque le moment vint, il n'improvisait pas. Il exécutait des plans construits sur des décennies d'études et d'expériences. Winston Churchill écrivit à propos de la bataille: « Ce fut sans aucun doute la plus grande bataille américaine de la guerre et sera, je crois, considérée comme une victoire américaine à jamais célèbre. » Les officiers qui rirent lorsque Patton dit « 48 heures » avaient tort, car Patton opérait au-delà des conventions. Il comprenait que dans la guerre, comme dans la vie, l'impossible n'est souvent que le difficile que personne n'est prêt à tenter. Les Allemands rirent aussi, jusqu'à ce qu'ils cessent de rire, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en retraite à travers une neige teintée de cramoisi, avec leur propre sang, poursuivis par une armée apparue comme une tempête d'hiver. Les Ardennes ne devinrent pas le triomphe d'Hitler, mais sa défaite finale. Le sang cramoisi qui tachait ces champs d'hiver était allemand, pas américain.